Je ne sais pas si vous nous entendez. Oui, très bien. Oui. OK. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation dans le cadre de nos recherches doctorales et de nos recherches en dramaturgie. Nous avons voulu échanger avec vous autour de l'œuvre du professeur Wit Mulongo Kalonda Bampeta, qui en 2025 a publié une pièce de théâtre, Nommez-moi ça. Allez, nommez-moi ça. Wit Mulongo est essayiste, professeur des universités, romancier aussi, qui a produit quand même un certain nombre de textes, parmi lesquels Mayele, les tigres rouges et Sublime passion tribale, Voyage au bout de la Cassapa et autres textes. J'ai avec moi plusieurs artistes, je veux dire ça comme ça, parce que il y a ici des analystes, des critiques, il y a aussi des acteurs et metteurs en scène. Je vais laisser quelques secondes à chacun pour une petite présentation. Moi-même, je suis Trésor Mbikavu, doctorant à l'université de Lubumbashi et critique d'art. Voilà, c'est ce que je peux dire. Il y a aussi à côté de moi, Moi, c'est Jules Mbouya. Je suis comédien, metteur en scène, dramaturge et opérateur culturel. J'ai quand même un long parcours théâtral. Je ne vais pas étaler tout brièvement, c'est un peu ça, mais peut-être dans le cadre de cet entretien, j'ai eu l'honneur de représenter un petit extrait à l'occasion du vernissage du livre Nommez-moi ça. Et comme c'est une œuvre théâtrale, et donc quand j'ai lu le livre un peu avant, et j'ai demandé au professeur de, d'interpréter ou plutôt de représenter un petit extrait de ce livre à l'occasion. Et donc, voilà, je suis là pour ça, pour le fait quand même d'avoir participé au vernissage de ce livre et en même temps d'avoir représenté un petit extrait de ce livre. Merci. Esther. Que dire? Ben, je suis Esther Iloisa, je suis de la Martinique. Vous m'entendez? Voilà, je suis de la Martinique et j'écris des pièces de théâtre, des comédies musicales. Je suis plutôt dans le tragico-comédie, tragico-lyrique peut-être. Voilà, donc c'est ce que je peux dire en gros. Ce qu'Esther ne veut pas dire, c'est qu'elle est docteur en musicologie. Même dans la brève présentation qu'elle m'a envoyée, elle n'a pas mis ça. J'ai mis ça parce que je suis un peu têtu. Voilà. Merci Esther. Merci Abel, à toi. Abel, est-ce que tu nous entends? Petite présentation de toi. Alors, je disais que moi, c'est Abel Boukassa. Je suis chargé du pôle livre à l'Institut français de Lubumbashi. Je suis écrivain, éditeur et chroniqueur littéraire. Alors, pour cette pièce, parce que la discussion va tourner autour de ça, c'est que j'ai participé à la présentation de ce livre. C'était même ici à l'Institut français. Et puis, voilà, je l'ai lu et dans le cadre de ma rubrique, j'ai fait un billet d'humeur sur la pièce qui a fait réagir, évidemment. Et donc, je suis très content de participer à cette discussion autour de cette pièce de théâtre.
Qui a fait réagir comment, si je puis me permettre? Évidemment, c'est-à-dire il y a eu différentes réactions, notamment du fait que le billet d'humeur que j'ai fait sur la pièce était d'une certaine manière un peu osé. Ce que je disais, c'est que j'avais pensé de la pièce par rapport aux précédents ouvrages, c'est-à-dire deux romans que le professeur Witt Mulongo avait fait sortir. Et peut-être que Trésor pourrait partager ce lien-là du billet d'humeur, ou évidemment, dans mon rôle de chroniqueur littéraire, peut-être je pourrais l'évoquer tout au long de cette discussion. J'ai réagi sur ce que moi j'ai ressenti en tant que lecteur, et j'ai produit évidemment le billet d'humeur où je disais exactement que c'était une pièce qui m'avait pas personnellement beaucoup parlé. Ok, merci. Merci, Abel. Guy Armand. Pardon? Non, je parlais à Guy Armand. Est-ce que Guy Armand, tu nous suis? Je vous suis parfaitement. Oui, une petite présentation. Alors, le temps de m'installer, que je suis encore debout. Je suis Monsieur Guy Armand Mampassi, enseignant de littérature à la faculté de lettres, arts et sciences humaines de l'université Mariam Wabi. C'est donc un plaisir pour moi d'échanger autour de la pièce du professeur Witt Mulongo. Merci, Trésor. Merci. Charlène? Est-ce que entre Charlène et Kofi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en ligne? Suzanne. Il y a Oui, Suzanne. oui, il y a Suzanne, mais moi je suis Oui. juste une observatrice. Je ne Ah, fais pas pardon. partie de la table ronde. Pardon. Merci. OK. Je vous joins de Merci Berlin. beaucoup. Ouais. Merci à Suzanne Germain. Merci Oui, c'est moi. Oui. pour l'honneur. Il n'y Voilà. a pas de... On est Nous allons que... commencer. Oui. Oui. Je ne sais pas s'il y a des gens en attente. Je vais vérifier ça à un moment. Nous allons quand même commencer. Nommez-moi ça. Allez, nommez-moi ça. C'est un ordre, carrément, que Monsieur le Président donne parce que cette pièce met en scène ou représente des élections de ce que l'auteur appelle la République fédérale de Ouganda. Et ces élections que devait remporter le parti au pouvoir va malheureusement être en faveur de l'opposition. C'est comme ça que pour euh, trouver des mécanismes, des stratégies pour se maintenir au pouvoir, Monsieur le Président fondateur va nommer, décider, ordonner que l'on nomme. La première question, c'est de savoir qu'est-ce que ça, Jules Mbouya, le ressenti. Je vais commencer Alors, parce que comme je ne vais pas... Ah, Vas-y, Esther. comme je dois partir, je préfère donner mon avis et ensuite, si c'est possible, hein, si Vas-y. c'est possible, oui, voilà. Donc, moi, quand j'ai lu, j'ai trouvé que la pièce était très intéressante et elle était plutôt percutante. Et je trouve que la tonalité est très dramaturgique. Elle s'inscrit, comme tu as dit, c'est un théâtre politique satirique qui a une force, qui a des accents de farce tragique avec une théâtralité
où on sent que l'auteur est quand même documenté sur ce qu'il dit. Et ça fait penser quand même à Brecht par rapport à si on fait le lien avec la résistible ascension d'Arturo. Assoni Laboutansi a aimé Césaire avec une saison au Congo, et puis ça nous rappelle aussi d'autres théâtres populaires d'Afrique où on a justement ce lien avec le cœur, la foule, les slogans et le lien avec l'oralité. Donc en fait, c'est une pièce qui a une force scénique. Enfin, sa force scénique est très prégnante par rapport au fait il multiplie justement différents dispositifs comme le lien entre, comme je l'ai dit, la foule, le cœur. Il fait allusion à des meetings politiques. On a aussi une émission télé qu'il fait intervenir dans la pièce. Il y a une prière collective, il y a l'état-major du parti. Donc, on se promène un peu dans cette campagne politique et dans tout ce qui pourrait être fait en underground, je dirais en background. Et ça nous donne une image, une vision, même si elle est fictive, de ce qui pourrait se tramer avant même les élections et durant les élections. Donc, moi, j'ai apprécié justement ce côté polyphonique social qui est très intéressant et le système de voix qu'il y a avec la représentation et la monstration d'un héros unique autour du président qui est, euh, qui est finalement, qui se retrouve à être élu sans être élu en réalité. Donc après, il y a des faiblesses, il y a de fortes faiblesses. Et ce qui a de très dommage, c'est que l'auteur a été peut-être trop pressé d'imprimer son texte ou de le publier parce que justement, il y a beaucoup d'erreurs en matière orthographique, syntaxique, stylistique, grammaticale, ce qui pose effectivement qui fait que finalement, nous, en tant que lecteurs, au lieu d'apprécier toute cette force qu'il y a dans cette pièce, eh ben, ça finalement prend le dessus sur cette force-là parce qu'il y a trop de faiblesses à travailler et à revoir. Voilà ce que je pourrais dire en gros. Et je pourrais, s'il le faut, hein, si je dois partir là, t'envoyer le détail de mon analyse, Trésor, par la suite, par écrit. Merci beaucoup, Esther, pour ton intervention. Et voilà, nous te disons encore merci d'avoir accepté de participer à cet échange. Euh, Mais c'est moi qui vous remercie. Tonton Jules. Oui, merci beaucoup. Alors, voilà. Moi, je vais parler plutôt sous l'angle ou avec l'œil de metteur en scène parce que avant la publication de cet ouvrage, je crois que j'étais avec le professeur quelque part dans le cadre du théâtre à une réunion du festival qui était réalisée à Safina. Et c'est là que le professeur, moi je l'avais taquiné pour lui dire, ben, professeur, si vous avez une pièce de théâtre, tout ça, vous pouvez me proposer. Et cela qui m'avait informé qu'il devait sortir quelque chose. Et là, je lui avais dit que, bah, alors, dans ce cas-là, j'aimerais bien avoir le livre ou la pièce et le lire et voir peut-être si ça va me tenter de travailler dessus. Alors, quelques temps après, il m'avait appelé, il m'avait dit que ben, le texte est déjà à l'impression, tout ça, mais j'ai d'abord un brouillon, je peux te faire lire ça et puis ben, tu verras si ça peut. Voilà. Et c'est comme ça qu'il m'avait passé un brouillon, vraiment un brouillon. Et voilà, quand j'ai vu, j'ai lu seulement le titre. J'ai vu que c'était un titre vraiment percutant, un titre qui attire, qui impressionne, tout ça. Et voilà, juste déjà avec le titre, je me suis dit, ah, ça pourrait être beaucoup plus intéressant, ça. Et quand je suis entré dedans, j'ai lu vraiment
j'ai fait une seule lecture d'entrée du début à la fin et puis finalement, j'ai dit, je vais faire quelque chose avec cette pièce. Et après, je lui ai dit que je voulais quand même essayer un peu un petit truc le jour de la présentation du livre. Et c'est comme ça que j'ai sélectionné quelques scènes pour vous présenter ça le jour de la présentation du livre. Mon intention, c'était que je voulais en fait, parce que ce jour-là, c'est peut-être le jour où les lecteurs devaient découvrir le texte. Moi, je voulais peut-être déjà taquiner un peu le public à pouvoir le lire en représentant déjà quelque chose en amont. Et c'est ce que j'avais fait. Et aussi, en tant que metteur en scène, je me suis dit, je vais voir la réaction du public par rapport à cette petite représentation, même si c'était quand même sous forme d'une lecture, d'une scène de lecture, quoi. Et voilà. Et quand j'ai fait à la fin, j'ai vu quand même la réaction du public et tout le monde voulait qu'il voit jusqu'au bout la pièce. Et donc, c'est resté en moi. Je crois que j'avais même promis ce jour-là que je pouvais continuer à travailler dessus pour produire finalement la pièce complète. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire d'abord pour l'instant. Nous étions là et nous avions entendu cette promesse. Abel, quelque chose à dire en premier temps? Alors, comme je le disais, le jour de la présentation de la pièce, c'était à l'Institut français de Lubumbashi et donc nous étions très contents de pouvoir l'accueillir. Et bien sûr, c'est-à-dire, j'étais un peu départagé parce que d'un côté, chargé du pôle livre, nous avions accueilli la pièce et nous avions vu la représentation que Jules Mbouya avait faite. Moi, personnellement, j'avais été très intéressé par la représentation de Jules Mbouya, mais que le texte en soi, quand je l'ai lu, j'ai compris que c'était le jour et la nuit, en fait. Peut-être parce que j'ai un rapport un peu charnel avec l'écrit et que l'écrit m'intéressait par rapport, bien sûr, Jules Mbouya, dans sa qualité de metteur en scène, il va, bien sûr, la thématique, elle est très intéressante. Parce qu'en même temps, c'est carrément nos réalités. Et moi, j'ai été très content de voir cela mis en scène. Mais quand je suis arrivé sur le texte, j'ai premièrement, évidemment, je crois que c'est Esther qui l'a soulevé, le côté enfin, la faiblesse du texte, de la forme notamment. Moi, la forme du texte m'a beaucoup gêné. Évidemment, ça m'a pas vraiment happé tout de suite. J'ai été, en tant qu'éditeur déjà, estomaqué par la présentation du texte. Il y a beaucoup de fautes de français, notamment. Donc, moi, en tant que chroniqueur littéraire, j'allais dans ce sens-là. Premièrement, d'abord, pour alerter sur le côté éditorial de la pièce de théâtre. C'est-à-dire par rapport à la réputation de l'auteur qui est Wit Mulongo dans la littérature congolaise, ça m'a beaucoup, moi personnellement, interpellé, parce que je me suis dit, mais comment passe-t-on de Solilès sous la révolution des femmes nues, comment passe-t-on de Si demain je ne suis pas là, Sublime passion tribale, pour se retrouver sur une pièce comme ça, allez, nommez-moi ça, où il y avait vraiment un contraste très marqué et très marquant. Moi, personnellement, ça m'a, en tant qu'éditeur d'abord, en interrogeant l'aura de l'auteur sur la ville et ailleurs, donc il y avait ce besoin-là. Mais aussi, il y a un côté qui m'a quand même interpellé, c'est le fait de se dire comment le livre sort un jeudi, c'était un jeudi, ça sort un jeudi, mais déjà le vendredi, on n'en parlait plus. Et donc,
L'impact, étant donné la thématique abordée, une thématique vécue, et donc ça devrait intéresser beaucoup de monde, comment ça fait-il qu'un jeudi, le livre est présenté et le vendredi déjà, on n'en parlait plus? Moi, ça m'a évidemment interrogé, et donc je me suis dit qu'il y a eu quand même, ça a été précipité, ça n'a pas été vraiment préparé comme tel, c'est-à-dire il n'y a pas eu, que ce soit l'auteur et l'éditeur, ça n'a pas été bien négocié de ces côtés-là. Mais aussi, je pense le billet d'humeur que j'ai fait, il avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était d'alerter déjà sur la faiblesse éditoriale. La faiblesse éditoriale qui a carrément tué le texte dans l'œuf, personnellement. Et aussi le côté de... parce que le paysage littéraire lougeois change. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont aujourd'hui, qui s'ébrouent un peu aux lettres, etc. C'est une très bonne chose. Et donc, il y a aujourd'hui, il faut étudier le marché, il faut étudier le public. Le public que l'auteur avait il y a 10 ans, je ne sais pas moi, 15 ans, c'est pas tout à fait le même public aujourd'hui qui est client, qui est consommateur de cette pièce-là. Je pense qu'il y a eu quand même un souci de négociation, de questionnement entre ce qu'on doit écrire et à qui, en fait, c'est quoi le public cible de la pièce. Donc, le billet d'humeur, comme je le disais, avait aussi ce souci-là de pouvoir remettre le débat, parce que je me disais que c'était un sujet important, remettre le débat sur la table en donnant tout à fait un avis contraire. Évidemment, j'ai pensé 90% de ce que j'ai disais dans le billet d'humeur, mais surtout aussi pouvoir provoquer des débats pour que les gens aillent voir. Ici, en observant le paysage littéraire lougeois, c'est que quand, je veux dire, les articles où il y a beaucoup plus de fleurs sur une pièce, sur un ouvrage, les gens n'y vont pas en fait, parce qu'on se dit très bien que bon, c'est un peu le copinage éditorial. On a besoin voilà, d'encenser un peu le livre. Il y a des critiques littéraires qui vont dire exactement le même discours, louer le livre. Et au fond, quand vous allez vous y intéresser, vous vous rendez compte que entre ce qui a été dit et ce qui est produit, c'est pas tout à fait la même chose. Donc l'idée, c'était aussi de faire revenir le débat sur la pièce, parce que je trouvais que c'était une thématique intéressante, mais aussi de dire que j'étais navré évidemment, j'ai été choqué de la qualité du texte. Alors. OK. Guillermo, on peut t'entendre aussi ton avis sur le texte, la lecture. Merci, mon cher Trésor. Moi, je ne m'intéresse pas à la qualité du texte, mais moi, ce qui m'a attiré en première instance quand j'ai parcouru le livre, c'est avant tout le paratexte et notamment le titre mix qui renvoie à la fois à la thématique de l'œuvre et aussi qui est un titre qui nous informe sur le genre et le type du discours dont il est question dans le texte. Le deuxième aspect, c'est la configuration du paysage politique en Afrique que dessine le livre. On voit que d'un côté, il y a le parti de la majorité présidentielle et de l'autre côté, il y a l'opposition. C'est ce côté un peu social, le fait que le livre soit ancré même dans le quotidien de ce qui se passe en Afrique. Et le troisième aspect, c'est le caractère un peu imprécis des personnages. Le personnage ne sont pas désignés selon l'onomastique traditionnel, où on peut facilement repérer et situer le nom du personnage dans un contexte précis. Les personnages sont désignés par la foule, le président de la République, un citoyen, un second, le premier.
Et donc, on s'est dit que l'auteur joue un peu sur une construction atypique, quoi. J'ai l'habitude de lire les pièces de théâtre ici, mais je me rends compte que le dramaturge a essayé un peu de particulariser son discours. Donc, en un mot, sans pour autant tenir compte des aspects un peu négatifs, je dirais que la pièce a des mérites. La pièce révèle un peu le fonctionnement de notre système politique où parfois la démocratie est foulée aux pieds et le gagnant des élections n'est souvent pas proclamé et la victoire est attribuée à une autre personne. Voilà un peu de façon éparse ma compréhension de la pièce. OK. Euh, il y a déjà la République fédérale de Boulanda. On l'annonce, mais l'auteur, même à travers ses personnages ou la narration, ne donne aucune description Très bien. de cette république. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous dit? Pourquoi l'auteur décide enfin de nommer juste ou de donner un cadre à sa représentation, mais n'arrive pas à décrire? Est-ce que c'est un souci d'uniformiser ou de symboliser la République pour qu'elle prenne le visage de toutes les républiques, ou c'est carrément le souci aussi de ne pas attirer l'attention du lecteur? C'est quoi le souci, et le souci du lecteur selon vous, de l'auteur? Le lecteur est appelé à aller chercher le sens caché de l'œuvre. Et moi, je pense que pour un lecteur averti, le titre déjà est révélateur de ce qui se passe. Du moins, la deuxième partie du titre, ou la vérité des urnes. Voyez, l'expression vérité des urnes a fait la une à une époque. Je crois que les élections d'avant le premier mandat de Félix Tshisekedi. Donc, si on s'en tient au hors texte, je crois que en masquant l'espace ou le pays, l'auteur invite les lecteurs à réfléchir davantage sur l'ancrage même de son récit dans le territoire, dans son territoire. Mais finalement, il trouve la réponse très vite parce que l'expression vérité des urnes employée avec insistance par Martin Fayoulou nous fait penser davantage que le paysage ou l'espace dont il est question, c'est la République démocratique du Congo et par extension le Congo-Brazzaville, ou d'ailleurs tous les pays africains où la vérité des urnes a souvent été confisquée. OK. Alors, par rapport au lieu, Monsieur Jules, vous avez quelque chose à dire? L'auteur ne nomme pas. Il dit, il donne ce lieu-là, il donne le cadre, mais il ne donne aucune autre description sur le cadre. J'espère que vous tous avez constaté ça. C'est qu'on peut on peut tous dire la République fédérale de Boulanda, mais on ne sait pas de quoi s'agit-il concrètement. Voilà. C'est quoi quel est l'objectif de l'auteur en faisant ce choix-là? Alors, merci beaucoup. Pour ma part, je crois que c'est aussi l'un des éléments principaux qui ont attiré mon attention sur cette œuvre. C'est cette façon de pouvoir créer l'imaginaire autour de l'espace où
du lieu sur lequel se passe le drame. Et donc, en tant que Congolais, moi, j'ai senti que effectivement, l'auteur nous présentait notre réalité, la réalité de notre vécu quotidien, comment les choses se sont passées réellement dans le passé, dans notre pays ici, mais quelque part, il a essayé de voiler ça, ou pour moi, j'ai pensé qu'il a eu le souci de pouvoir, en quelque sorte, éloigner un tout petit peu cette réalité de nous, Congolais, parce que ce qui est vrai que ici en Afrique, les réalités sont presque similaires. Et donc, pour moi, je pense qu'il a voulu que cette œuvre soit exploitable aussi bien dans le cadre de nos réalités congolaises que dans d'autres cadres. Et donc, en tant que metteur en scène, moi, je me suis dit que cette façon de faire les choses, ça peut me permettre de créer un spectacle international. Que je pouvais jouer n'importe où, au Congo, en Tanzanie, et voilà, un peu plus, un peu partout, quoi. Parce que ça ne parle pas concrètement d'un seul lieu pour que vraiment l'histoire ne concerne que ces lieux-là, mais il a essayé un peu, en quelque sorte, d'ouvrir ça, d'ouvrir ça à d'autres horizons. Et ça, pour moi, j'ai aimé. Voilà, même si je savais, je comprenais que ça, c'est vraiment congolais. Mais au moins, je me dis que je pourrais l'exploiter et proposer un spectacle, pourquoi pas dans un festival qui se passe au Cameroun, qui se passe où en même temps, et les Congolais, et les Camerounais et d'autres peuples peuvent se retrouver un peu dans ce spectacle. Voilà. Oui. Abel, tu as quelque chose à dire par rapport au lieu? Oui, juste compléter un peu sur ce que Guy Ardon venait d'évoquer, mais aussi Jules Mbouya, c'est que si on a lu les livres précédents de l'auteur, on comprend que le fait de ne pas nommer, c'est déjà quelque chose qui traverse beaucoup son œuvre. C'est que quand vous lisez Maëlé ou les Tigres Rouges, c'est exactement la même chose. C'est qu'on est là en train de jouer un peu sur les lieux sans nécessairement les nommer. Mais moi qui suis congolais de la RDC, je sais me situer de la même manière Guy, qui est du Congo d'en face, qui surveille toujours le fleuve, évidemment, peut aussi... peut toujours aussi se situer. Mais aussi, je ne sais pas si, bien sûr, parce qu'on part de l'œuvre, mais aussi de la micro-société vers la macro-société. Cela, d'une certaine manière, traverse aussi l'œuvre que l'auteur avait écrite quand il était en prison. C'est Voyage au bout de la Cassapa, un texte qui est sorti par rapport à ça. Donc moi, je pense que c'est vraiment entre mille guillemets, c'est que c'est une manière aussi de se protéger. C'est-à-dire par rapport à la fiction, et la fiction a permis évidemment, a permis de parler d'un pays que nous connaissons nous tous, mais sans exactement le nommer. De la même manière, un Camerounais, quelqu'un d'un autre pays peut aussi se retrouver selon les réalités politiques, économiques de son pays, et puis pouvoir trouver place dans la pièce que l'auteur a proposée. Donc, connaissant Wit Mulongo, on sait un peu que c'est sa marque de fabrique. Soit c'est un cassapa, par exemple, qu'on sait qui s'écrit avec deux S, avec un seul S, lui il ajoute un deuxième S. Des noms, on sait très bien qu'en lisant le nom, soit en le retournant, on obtient exactement le nom d'un personnage politique réel. Dans d'autres pièces, ça a beaucoup traversé sa manière d'écrire.
lui-même ayant baigné dans la politique, donc il sait que c'est important de se cacher un peu derrière aussi la fiction. Je pense peut-être c'est ce besoin-là. Restons dans Alors, le vous dites texte. aussi, Merci. vous dites aussi qu'il y a ce besoin de censure, de contourner la censure. Charlène, Exactement. je ne sais pas, je te vois en ligne. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport au lieu? Est-ce que tu nous entends? Merci, oui, beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je suis en ligne et je Présente-toi voulais. un tout petit peu parce que là, personne, on a fait des petites présentations au début. Si tu peux le faire pendant quelques secondes et puis voilà. D'accord. Donc, je suis Charlène Delataille. Je fais une thèse à Strasbourg sous la direction d'Anthony Mangeon et je m'intéresse aux influences de la musique dans des romans d'auteurs contemporains qui ont vécu au Congo, au Rwanda. Et donc, je suis ravie aujourd'hui d'être invitée voilà, à parler avec Huit Molungo et à partager cela avec vous. Je remercie Trésor Mbikavu pour toute cette organisation. Ma question, en fait, j'en avais plusieurs, mais j'en ai une qui rejoint un peu ce que vient de dire Abel Boukassa. Et je me demandais un peu quel était le lien avec le roman Voyage au bout de la Cassapa, puisque on retrouve ici dans la pièce de théâtre on retrouve le thème des élections à la fin d'un mandat, et je me demandais si l'auteur voulait approfondir dans la pièce de théâtre le mécanisme politique de la sélection du bon candidat, ou s'il voulait plutôt le partager à un plus vaste public en faisant jouer une pièce sur ce thème. Voilà ma question. Alors, Charlène, Oui. voilà, nous avons besoin de ta réaction aussi. Qu'est-ce que par rapport au lieu, tu as vu que on parle de la République fédérale de Boulanda. Oui. Tout au long de la pièce, il n'y a aucune description, même à travers le dialogue de personnages ou à travers des séquences narratives, il n'y a aucune description sur le lieu. Ce qu'on Mhm. sait du lieu, c'est que c'est la République fédérale de Boulanda. Quel est le souci? Pourquoi l'auteur fait ce choix selon vous en tant que critique littéraire? Euh, oui, pardon, je m'étais peut-être embarquée dans autre chose. Eh bien, oui, pour moi, ça permet de pouvoir faire écho à différentes situations politiques qu'on peut retrouver un peu partout. Et Ok. voilà, pour moi, ce serait pour généraliser ça. Ok, ok. Alors, je vais passer à quelque chose d'autre et dire aussi à Charlène que nous n'avons pas l'auteur avec nous, c'est qu'il s'agit de retours critiques de tout un chacun par rapport à tout ce que nous avons lu, quelle est l'impression que nous avons, voilà. Et tout ça sera aussi transmis à l'auteur, voilà. Sur le plan D'accord. thématique, euh, j'ai vu que il y a un doute ou un flou par rapport réellement si monsieur le président fondateur va se représenter jusqu'à, je crois, à la sixième, septième, huitième scène avant que euh, on entende, on ait les pressions ou la pression de, de la communauté internationale pour qu'enfin Monsieur le Président puisse désister. Je voulais savoir quel est le rôle de la communauté internationale, parce que ici, il s'agit justement de la géopolitique. Quel est le rôle de la communauté internationale dans ce que je pourrais appeler la cuisine interne des États par rapport à ce que vous avez vu dans l'œuvre? Mais je ne sais pas, c'est une question de la communauté internationale
Je veux dire, c'est une question sur laquelle j'ai pas beaucoup d'avis. Moi, j'aurais aimé entendre Guy Ardon sur cette question-là, mais pourquoi C'est pas ça. bon, Suzanne, Vous, j'imagine vous que pouvez vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Oui, on voit que Monsieur le Président veut un troisième mandat, même s'il ne le dit pas clairement, mais il désiste parce que la communauté internationale est intervenue. Il a entendu des pressions de la communauté internationale. C'est là qu'il décide enfin de ne pas se représenter. Quel est le rôle de la communauté internationale dans la cuisine interne des États? Ah, ça me rappelle un peu le film de Maman, Bienvenue au Gondwana, il me semble, où il y a un débat entre Gowou et Digwe sur effectivement la communauté internationale. Et donc, Gowou dit, mais nous ne sommes pas dans la communauté internationale. Et Digwe rétorque en disant, nous sommes dans la communauté internationale. Et finalement, le troisième personnage arrive et pour trancher, il dit, ouais, vous êtes dans la communauté internationale, mais c'est l'ONU qui tranche. Alors, dans le cadre de notre pièce, vous voyez que la communauté internationale devient même l'organe des régulations des systèmes politiques dans la plupart des États faibles. Donc, le garant de l'ordre, le garant du bon fonctionnement des institutions. Et la communauté internationale qui intervient ici, c'est pour aussi rappeler à l'ordre le président fondateur, pour lui dire la Constitution est claire, qui fait deux mandats, est censé quitter le pouvoir. Et vous aussi, à votre tour, nous souhaitons vous voir hors. Et c'est ce qui, à la suite, justifie d'ailleurs le glissement du calendrier électoral. En tout cas, permettez-moi de faire toujours des hors-textes, parce que je crois que la littérature est indissociable de notre société, hein, surtout en Afrique. Ce sont les faits réels qui inspirent les écrivains. Donc, le glissement du calendrier électoral des Sudoyens. Je suis l'homme de la situation. Malheureusement, suite aux pressions, le président fondateur est obligé de céder le pouvoir dans une logique de ce qu'il a appelé, je ne sais pas, la démocratie à l'africaine. C'est le titre d'un proche du pouvoir chez nous ici, Innocent Peya, où il pense qu'il faut aller sous l'arbre à palabres, discuter et remettre le pouvoir à celui qui peut protéger nos intérêts et ainsi de suite. Voilà un peu ce que je peux dire. Guillermo, oui, oui, Trésor. Puisque le président ne cède qu'à la pression de la communauté internationale, est-ce qu'on pourra dire que dans ce cadre ici précis, dans le cadre de l'œuvre, l'auteur veut nous dire que la communauté internationale joue un peu la police entre le peuple et les politiques? C'est ça, c'est la communauté internationale, c'est la protectrice du peuple, c'est ça, non? C'est la police, c'est le gendarme même. La communauté internationale là est au service du peuple, mais aussi c'est pour défendre ses intérêts parce que les grandes puissances qui s'opposent à ce que le président fondateur puisse jouir d'un troisième mandat, on se rend compte qu'en amont, il y a eu, par exemple, la révision du code minière. C'est vrai que moi, je suis obligé de faire les hors-textes, excusez-moi. Le texte ne le dit pas, mais implicitement, le président fondateur ne cède pas le pouvoir ou la communauté internationale ne joue pas aussi le rôle de policiers ou policières. Sont
sans raison. La raison première, c'est d'abord la protection des intérêts des grandes puissances et la seconde raison, c'est peut-être la protection du peuple et puis la pérennisation de la démocratie en Afrique. Voilà. Charlène, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Charlène, je sollicite votre numéro et votre mail, comme ça, depuis Brazzaville, je crois qu'on va intensifier les échanges scientifiques. D'accord. J'ai moins de commentaires par rapport à la politique internationale, mais si je peux parler un peu de la façon dont ça a été traité dans la pièce, ce que j'ai beaucoup apprécié finalement, ça a été que les personnages, à la fois, ils parlent sans langue de bois. Ils disent vraiment ce qu'ils pensent. Et, par exemple, à la scène 2, il y en a un qui oublie qu'il est membre du parti. Il y en a un qui rappelle vraiment à la télévision et qui dit tout haut qu'il y a eu des alliances dans le partage du pouvoir au sein d'une famille. Donc, l'oncle aussi a un poste important. Et donc, toutes ces sortes de vérités, mais qui pourraient être vues comme des dénonciations d'une démocratie qui n'est pas bien partagée, en fait, elle est aussi balancée en équilibre avec une sorte de parodie. Je trouve qu'il y a une espèce de côté comique qui reste dans la pièce, notamment avec le dernier coup de théâtre à la fin, quand finalement ça ne fonctionne pas. Et oui, c'est peut-être ce que je garderai en tête, qu'il n'y a pas eu une caricature trop cocasse et que ça a été, voilà, et que ce n'est pas non plus une pièce qui devient un vrai pamphlet politique, satirique. Il y a eu un équilibre. Et voilà, c'est le que j'ai bien apprécié. Ok, très bien. Monsieur Jules, par rapport à la communauté internationale, la représentation de la communauté internationale dans la pièce, est-ce que vous pensez que l'auteur veut nous dire que la communauté internationale, c'est les gendarmes du peuple? Parce que euh, ici, on se rend compte que le président fondateur ne désiste au troisième mandat que par cette pression de la communauté internationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, moi, je ne veux pas toujours m'éloigner de mon raisonnement en tant que metteur en scène, parce que je vois toujours les choses sous cet angle-là pour moi. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé à ce point-là, c'est que pour moi, je pense que l'auteur a voulu aussi montrer à la communauté internationale que oui, c'est vrai que en jouant votre rôle de police, tout ça, mais il y a toujours quelque chose qui échappe. Je vais m'expliquer. Je crois que le président étant au bout ou sous la pression de la communauté internationale, il ne peut pas avoir ce troisième mandat, mais au moins il s'arrange pour nommer son successeur. Et cette nomination, d'ailleurs, on l'a montré vers la fin là que cette nomination est venue sur base des accords, tout ça, avec le successeur. Et donc, pour moi, quelque part, il y a quelque chose qui échappe toujours à la communauté internationale dans son rôle qu'elle veut jouer à ce niveau-là d'empêcher que le président puisse avoir son troisième mandat, mais au moins, il nomme quelqu'un et après, avec les accords avec la personne, avec le successeur, il co-gère en quelque sorte le pays. Alors moi, je suis aussi attiré par ça. Et l'auteur le montre clairement, surtout
par rapport à ce terme, nommez-moi ça. Donc, ça veut dire que quelque part, je gère aussi les choses, quelque part, je garde aussi une force, je garde aussi voilà, un pouvoir. Mais au moins, je ne sais pas, est-ce que la communauté internationale voit ça aussi? Est-ce que la communauté internationale est consciente de ça aussi? Ça, ce sont des questionnements. Voilà. Partir sans partir. Ben oui, Oui, absolument. parce que le président, en renonçant au troisième mandat, va trouver des stratégies pour se maintenir au pouvoir, notamment en nommant son successeur et en nommant des députés de son parti, justement, comme à la majorité à l'Assemblée nationale, et voilà. Donc, ça pose aussi la question de savoir est-ce que l'Afrique, puisque le texte est ancré en Afrique, est-ce que l'Afrique est prête à la démocratie? Est-ce que c'est quelque chose, c'est encore valable et c'est encore un système politique convenable à l'Afrique aujourd'hui? Bon, je pense qu'il faut, à la limite, repenser la démocratie et l'adapter aux réalités africaines. Ce n'est pas en soi une mauvaise chose, c'est un bon système de gouvernance, mais je crois qu'il faut l'adapter aux réalités proprement africaines plutôt. Parce que Voilà. j'ai comme l'impression que nous copions sans interroger. Et il y a, je crois, 2-3 jours, mon maître, le professeur Omer Massoumou me disait, il faut toujours questionner les phénomènes, chercher à les déconstruire et surtout injecter une part d'africanité pour donner plus de la valeur aux phénomènes et pour faire en sorte que ces phénomènes s'enracinent dans l'imaginaire culturel africain. Merci beaucoup, Guy. Alors, vous avez constaté que la pièce recourt à une forme d'intermédiaire ou... Je revenais sur ça, je vous en prie. À la fois, on est dans les émissions de télévision, de télé, on est dans les campagnes électorales, on est justement dans des journaux et tout. Quel est l'apport, qu'est-ce que vous avez constaté, quel est l'apport de cette intermédialité dans la dramaturgie ou dans l'esthétique de cette pièce? Charlène? Oui, mais je trouve que ça apporte beaucoup de vitalité au texte et je dirais aussi de modernité parce que aujourd'hui aussi on reçoit les informations par le biais de plusieurs médias, que ce soit à la télévision, à la radio et dans la pièce on retrouve aussi le média des discussions aussi orales qu'on peut avoir entre personnes que l'on connaît. Donc je dirais que la pièce elle s'insère dans aujourd'hui de comédie. Et finalement, représenter ça au théâtre, c'est intéressant parce qu'on voilà, ça relie le théâtre même, le fait de jouer à un acte de communication qui peut aussi être moderne en soi, puisqu'il brasse toutes ces façons de communiquer voilà, en les partageant avec un public aussi, ou le lecteur par le biais de la lecture de la pièce. Merci, Charlène. Abel, plusieurs médias, on recourt à plusieurs médias dans le texte. Est-ce que ça vous a dit quelque chose au moment de la lecture? Oui, Trésor, ça m'a beaucoup parlé, en fait, parce que, encore une fois, je pense que c'est Henri Méchonic qui disait, qui écrit ses cris.
Et donc, l'auteur lui-même aussi ayant expérimenté la force des médias, c'est-à-dire d'abord pour y avoir travaillé en tant que journaliste, si je ne me trompe pas, mais aussi pour l'avoir subi d'une certaine manière. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est de voir que, et surtout le côté qui est relevé dans le texte, c'est de se dire que les médias ont tendance à rouler pour le régime au pouvoir, d'une certaine manière. Et c'est ça que nous constatons ici, c'est-à-dire là où va le pouvoir, les médias aussi vont. Et l'auteur a su jouer avec ça pour dépeindre exactement les réalités que nous vivons là. Et quiconque vivrait en ce moment sur Lubumbashi en RDC va constater cette réalité frappante bien sûr, mais finalement attristante, parce que vous savez très bien que le discours sur le terrain est tout autre, et c'est que les médias vont vous donner un autre discours. Et donc, tout ce qu'il y a comme tractation en ce qui concerne les campagnes électorales, en ce qui concerne les médias, etc. D'ailleurs, c'est un côté qui m'a beaucoup plu, surtout dans la représentation que Jules Mbouya a faite. C'est un côté qui est beaucoup revenu, et ça a donné encore plus d'épaisseur, évidemment, et surtout plus d'importance au sujet auquel l'auteur s'est attaqué. Jules Mbouya, vous, avec le regard de metteur en scène, l'intermédialité, le recours à plusieurs médias, la télé, la radio et autres choses pour monter, écrire cette pièce, qu'est-ce que ça vous dit? Oui, absolument, parce que la finalité, c'est qu'on veut atteindre le plus de monde possible, et donc on doit toujours recourir à cette intermédiarité, tout ça, et chercher toutes les voies de communication possibles pour pouvoir réaliser cet objectif-là. Et donc, moi, je ne vois pas de mal. C'est vraiment très important à ce point-là. Voilà. Et donc, même nous, par exemple, dans le théâtre, quand nous travaillons le théâtre, quand nous avons une pièce comme ça, déjà, nous y réfléchissons aussi, et nous essayons toujours de faire de notre mieux pour, voilà. C'est cette communication-là, à peu près. Guillermo, j'ai envie de t'entendre aussi, parce que tu as ta thèse sur aussi, dans ta thèse, tu as fait intervenir la notion d'intermédialité. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette présence presque permanente de l'intermédialité dans ce texte? Merci, mon cher Trésor. En lisant la pièce à la maison, d'ailleurs, il était question que je t'appelle pour te dire que là, il nous faut un texte commun pour essayer d'analyser la présence d'autres médias dans la pièce. Je pense que c'est capital. Aujourd'hui, pour mieux comprendre les phénomènes, il faut intervenir tous les organes de sens à la limite. Et Huit Moulongo n'a pas dérogé à cette règle. Moi, je pense que le texte, ici, là, la pièce, s'apparente plus à une donnée à écouter. Hein. C'est-à-dire, l'auteur emprunte beaucoup plus la matérialité de sa pièce aux éléments sonores et visuels. Le but, c'est permettre au lecteur de voir et d'entendre aussi ce dont il est question dans la pièce. Voilà un peu de façon rapide ce que je pourrais dire. Je suis en face des apprenants ici qui foutent du bruit et c'est difficile
de dire assez de choses là-dessus, mais je crois que je vais préparer. J'ai un thème que j'avais déjà préparé et je vais vous l'envoyer via mail pour essayer de regarder. Et ensemble, nous allons proposer un sens, non un texte, un article pour essayer de décortiquer la présence des médias et électriques dans, dans la pièce. Merci Guillermo. On va parler de la langue. Comment vous avez apprécié la langue de l'auteur? Parce qu'au théâtre, souvent, la langue est celle justement proche de la langue, Qui suit le texte déjà. courante, parce que on devra mettre en scène le texte. C'est que les auteurs de textes dramatiques s'arrangent toujours à ce que la langue soit toujours proche de la langue de tous les jours, de la langue ordinaire. Mais qu'est-ce que vous avez apprécié par rapport à la langue de l'auteur? Charlène, je peux commencer avec toi. Oui, bien sûr. Moi, ce que j'ai apprécié, bah, c'est ce que j'avais répondu un peu de façon indirecte lors d'une autre question. C'était que c'est assez incisif. Les personnages disent ce qu'ils pensent. Et puis après, le fait que les scènes soient assez courtes, je trouve que ça donne de la rapidité dans l'action, dans la pièce. Donc, voilà, je trouve que elle accroche. Euh, En tant que francophone, voilà, de France, j'ai aussi apprécié qu'à ce moment, je dois dire que c'était traduit en français, donc pour bien tout comprendre. Et, euh, et oui, je trouve qu'il reste aussi une forme d'humour cocasse dans la pièce. Voilà, après ça, je pense que selon les metteurs en scène, et peut-être que Jules Mbouya pourra nous dire quelque chose à ce propos, je pense qu'on peut adapter cela et infléchir aussi la dimension parodique ou non de cette pièce selon le jeu des acteurs aussi. Ce serait intéressant voilà, de Oui. pouvoir parler de ça si quelqu'un a Alors, quelque chose à ajouter. quand tu parlais de traduction, je veux dire que tu parles de phrases en lingala qui Exactement. sont traduites en didascalie, entre parenthèses, dans le texte Voilà, directement. Ça exactement. t'a permis ça t'a permis de comprendre carrément Oui, la suite. Voilà. Oui. oui. Abel, la langue du texte. Alors, la langue du texte est très accessible. Je vois, c'est Charlène qui a parlé on dirait, une traduction littérale, en fait. Et c'est ça qui a été, c'est une force, en fait, du texte, c'est de savoir que c'est un texte qui te parle directement, sans nécessairement qu'il y ait beaucoup de gymnastique de compréhension. Bien sûr, l'auteur, par sa façon tout à fait originale de ne pas nommer les choses, mais d'une certaine manière, dans la langue qui est la nôtre, c'est-à-dire le français proposé, je ne dirais pas le français de Lubumbashi, mais le français tel qu'il est proposé dans la pièce, c'est un français qui est très accessible, un français presque traduit au mot près du Swahili d'ici. Moi je pense que ça m'a directement interpellé et c'est un des points forts, évidemment, de cette pièce de théâtre, c'est-à-dire c'est le français facile, voilà, très accessible, très proche du public, un français qui, voilà, je pense que dans le public, quelqu'un qui lit, il n'y a personne qui va dire que j'ai pas compris telle ou telle autre chose, mais peut-être dans la manière de tourner la langue, c'est là voilà, que peut-être, voilà, moi j'ai pas ressenti beaucoup cela, mais la langue a été très très accessible. Monsieur Jules, la langue du texte. Par rapport à la langue du texte, effectivement, comme l'a dit comme l'a dit Abel, ça c'est vrai. Lisez le texte quand même. Par rapport à la langue du texte, effectivement, comme l'a dit Shalom, shalom.
Je n'ai pas eu beaucoup de temps Abel, d'expliquer des choses, d'écrire, comme l'a dit Abel, des difficultés de ça compréhension de vrai. certains Même nous, en fait, j'ai commencé à devenir les comédiens. Je n'ai pas eu beaucoup de temps d'expliquer des choses, des tournures, voilà, et ça nous a avancé un petit peu dans le travail. Et donc, l'auteur a vraiment, vraiment rapproché la langue à tout le monde, à la population. C'est vraiment, je peux même dire en exagérant que même ceux qui n'ont pas beaucoup étudié, en tout cas avec cette pièce de théâtre, je crois qu'elle pourrait toujours être intéressante, on pourrait toujours comprendre de quoi il s'agit et on pourrait en rire de toute cette comédie, cette satire qui a dedans, tout ça, parce que c'est des termes tellement très simples. Et de deux, moi je pensais que l'auteur a voulu le faire sciemment. Pourquoi? Parce que pour moi, je pense que c'est un petit indice identitaire, hein, que je pense, moi. Et d'ailleurs, Charlène l'a dit là, il y a même quelques paroles lingala. Il y a, par exemple, pour les noms les personnages, il y a même certains noms, peut-être tous, qui sont de la langue Luba, qui est d'ailleurs, je crois, une langue de la tribu de l'auteur. Et pour moi, je pense qu'il a voulu le faire comme ça de manière, en tout cas sciemment, comme ça. D'ailleurs, quand il dit la République de Boulanda, Boulanda, c'est un terme Luba, c'est un terme de la langue Luba, le Luba qui est la langue de l'auteur. Et je pense qu'il n'a pas fait ça exprès. Ce sont des indices identitaires qu'il a voulu aussi voilà, mettre dans le texte par rapport à la langue. Ok, merci beaucoup. C'est quand même très intéressant de t'entendre, de vous entendre venant de plusieurs disciplines et avoir ce regard sur le texte. Je voulais parler des lieux, mais nous en parlerons en deux temps, sur le plan esthétique d'abord et sur le plan dramaturgique. Je constate qu'il y a une multiplicité de lieux. Là, il y a des scènes. À chaque fois qu'il y a une scène, il y a un lieu. La scène se passe. Dites les sujets, dites les questions. La scène se passe à la dites maison. Les questions en dans les cahiers. Pourquoi écrire? La scène se passe à la maison, sur un plateau de télé ou encore sur un plateau de télé, vous avez à la radio, vous avez dans le bureau du chef, et tout ça, une forme de multiplicité des lieux. Qu'est-ce que ça a comme effet? Guillermo, on a le son qui nous revient de l'auditoire. Qu'est-ce que ça a comme effet, cette multiplicité des lieux dans le texte? C'est-à-dire, vous avez un lieu unique qui est la République, mais à l'intérieur, à chaque fois qu'il y a un changement de scène, il y a des lieux nouveaux. Et même, parfois, on a l'impression qu'on ne connaît pas le lieu à partir duquel l'auteur et le personnage parlent. L'exemple de l'annonce du président au début de la pièce. En tout cas, il faut lire la deuxième scène pour savoir que le lieu de cette annonce, c'est la radio. Alors, je ne sais pas tout ça, qu'est-ce que ça vous donne comme impression, Charlène? Eh bien, mon impression, c'est que ça rend le texte, quand on le lit déjà vivant, ça donne une impression d'enchaînement aussi, de circonstances. Moi, ça m'a mis du suspense dans la lecture, alors que parfois, dans certaines pièces de théâtre, je trouve qu'il y a toujours un moment un peu qui ralentit. Ici, oui, ça permet
d'enchaîner, de passer à la suite à chaque fois en changeant de lieu. Et aussi, je pense que peut-être que l'auteur a voulu faire parler plusieurs personnes différentes qui se trouvent dans des lieux différents. Voilà mon impression par rapport à tous les lieux. Ok, merci. Abel, les lieux, il y a une multiplicité des lieux dans le texte. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, Trésor. Ouais, on parlait de la multiplicité des lieux, les scènes, à chaque fois qu'il y a scène, il y a changement de lieu. Donc, vous avez une forme vous avez plusieurs lieux à la fois. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça a comme effet, ces changements à chaque fois de lieu? Alors, l'auteur appelle à ce que Bertrand Westphal appelle la multifocalité, c'est-à-dire que les lieux ne sont pas statiques, mais la multiplicité des lieux évoque là aussi le contexte même dans lequel la pièce a été écrite. Il s'agit là du contexte électoral, donc l'opposition doit tenir les meetings dans des lieux différents qui témoignent ici du déplacement des personnages et même des acteurs politiques. Donc, en tout cas, on est là dans le contexte de la multifocalisation où il n'y a pas la stagnation, mais les lieux de déploiement de l'action sont multiples et ce qui explique d'ailleurs la dynamique de la pièce. Ok, merci. Abel, tu as quelque chose à dire par rapport à la multiplicité de lieux dans le texte? Voilà. Jules Mbouya, moi, je vais essayer de ramener la question à votre métier de metteur en scène, dramaturge. Et c'est là que je voudrais vraiment bien que Toussaint Kofi soit là parce que il a fait une thèse en dramaturgie avec une option du texte vu comme ayant une forme de théâtralité en puissance ou une certaine puissance, possibilité de mise en scène, une théâtralité en latence dans le texte. Alors, est-ce que cette multiplicité de scènes peut faciliter la mise en scène selon vous? Merci beaucoup. Ça, c'est une question très importante. Je voudrais d'abord dire que j'épouse quand même le point de vue aussi de Armand, qui a dit que cette multiplicité de scènes ou des lieux, d'ailleurs, montre ce dynamisme, donc ce dynamisme de la pièce, de l'action, voilà. Et, oui. Et donc, la multiplicité de scènes, des lieux, est-ce que ça donne la facilité à la mise en scène? Moi, je voudrais d'abord dire que pour moi, je pense que l'auteur a eu ce souci d'écrire un texte contemporain. Voilà. C'est pas vraiment du tout classique, parce que c'est dans le théâtre classique où on voit des longues scènes, non? Et des lieux, moins de lieux précis, et voilà, les actions se passent pendant une longue durée sur un espace précis, et puis après, voilà, on passe à une autre scène, à un autre lieu, et voilà. Mais ici, vous voyez, c'est de petites scènes, 5 minutes, 10 minutes, on est dans une autre scène, 5-10 minutes, on est dans une autre scène, et ça s'enchaîne comme ça. Et ça montre ce dynamisme et c'est vraiment du contemporain. Et donc, ça ne crée pas un problème, ça nous donne
pas de difficulté à la mise en scène tant que, à la lecture déjà du texte comme ça, je me situe à voilà, je suis dans le théâtre contemporain et là, je suis dans le théâtre classique et je sais comment orienter ma mise en scène en fonction de ce genre de texte. Et d'ailleurs, ce genre de texte facilite d'ailleurs beaucoup plus la mise en scène dans ce sens que on n'a pas besoin d'imaginer des grands décors, des accessoires comme ça, parce que on passe d'une scène à l'autre en peu de temps. Et là, j'essaie de jouer avec le symbolisme. Voilà, je crée des décors symboliques qui peuvent être utilisés dans plusieurs scènes à la fois, même si ces scènes décrivent des lieux différents. Et ça va comme ça. Et c'est comme ça que, voilà, ça voyage dans une vitesse un peu plus grande que dans le théâtre classique. Et donc, on se sent toujours aussi à l'aise dans ce genre de texte. Je suis rassuré en vous entendant parler parce que j'avais de ressources, c'est-à-dire, je dirais comme dans le monde de l'entreprise, je dirais les ressources humaines. Est-ce que ça ne vous demande pas beaucoup de gens sur scène et puis ça ne pèse pas sur le plan économique? Oui, merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Voilà, la multiplicité des scènes, la multiplicité des personnages. Oui, c'est vrai, d'un côté, ça nous pose toujours des sérieux problèmes, d'autant plus que déjà dans notre réalité, la réalité de notre pays, le théâtre, on le fait déjà avec très peu de moyens. On n'a jamais suffisamment assez de moyens pour commencer une création et aboutir. Et des deux, il n'y a pas assez de jeunes qui s'intéressent beaucoup plus au théâtre. Les raisons sont multiples, je ne vais pas les évoquer ici. Et donc, quand vous avez un texte avec beaucoup d'acteurs comme ça, déjà, ça pose un sérieux problème. Mais dans mon cas, je me dis toujours, dès que j'ai lu le texte et que j'ai déjà cette ambition de travailler sur ce texte, peu importe le nombre de textes, j'ai quand même un peu d'expérience dans la réadaptation dès que j'ai lu le texte, par exemple, je ne suis pas vraiment sorti de ce texte. J'ai joué une pièce de François Cervantes. Peu importe le nombre de textes, j'ai quand même un peu de théâtre. Par exemple, je ne vais pas vraiment sortir de ce cadre, j'ai joué comme ça. Et c'est la même chose avec ce texte ici. Et donc, j'ai dit qu'il y a plusieurs, mais moi je pense que c'est toujours possible de jouer ça et peut-être de réduire le texte en essayant de faire une adaptation, voilà. Mais aussi, je le disais tantôt, c'est un style contemporain. Dans le style contemporain, un seul acteur peut interpréter plusieurs rôles à la fois, plusieurs personnages à la fois. Et là, ça résout ce problème. Ça veut dire que tu peux utiliser un même personnage, donc un même acteur, un même comédien, et qui me fait le président, qui me fait... et je vois... dans les scènes où ils ne se croisent pas, ils ne se rencontrent pas, tout ça, voilà, j'essaie d'éviter et de contourner toutes ces réalités et c'est fait. Voilà. Merci beaucoup, tonton Jules. Je crois que les littéraires vont éviter d'intervenir sur des terrains sensiblement dramaturgiques et de mise en scène. Charlène, tu vas éviter. Comme moi aussi, j'ai évité de critiquer l'œuvre littéraire. Comme moi aussi, j'ai évité de... Alors, on va essayer
on va essayer de parler, pour finir, des avis de tout à l'heure. Il y a une scène, la scène des urnes, où l'auteur a voulu même représenter des personnages qui vont aller déposer leur bulletin dans les urnes et tout. Il y a des scènes comme ça. Je dis, sur le plan de la mise en scène et sur le plan littéraire, est-ce que c'était nécessaire, cette scène-là, pour le besoin de la mise en scène? Est-ce que c'était nécessaire? Ou qu'est-ce que ça traduit quand l'auteur va jusque-là, alors qu'au théâtre, on peut faire certaines économies dans la narration et dans autre chose? Qu'est-ce qui amène l'auteur à tout vouloir représenter? Charlène, tu as la parole. Charlène, tu as la parole. Oui, merci, je suis là. Eh bien, je trouve que finalement, ça donne quand même le côté du papier. C'est très matériel de voter, c'est sur un papier, donc il apparaît vraiment. D'autant plus que le titre, Nommez-moi ça, enfin, on attend qu'à un moment donné, il y ait des noms, même si voilà, le père fondateur voulait. Enfin, le titre se réfère à une autre nomination. Mais je trouve que quand le bulletin de vote apparaît, ça redouble aussi le fait d'écrire un nom. Et dans la scène 9, on voit qu'il y a des personnes qui veulent aller voter, qui sont aussi refusées. Si je me souviens bien, c'est le parti des opprimés à qui on ne donne pas accès. Donc il y a aussi eu la représentation d'une filtration des votants. Donc voilà, pour moi, la pièce, elle essaie de peut-être aussi de démystifier l'idéal de la démocratie et de montrer que à chaque étape, voilà, il y a des dangers et puis de rendre ce vote très concret pour moi. OK. Le souci de rendre le vote très concret. Abel, tu es là? Oui. Guy Armand, est-ce que tu peux dire quelque chose sur la volonté de l'auteur de tout représenter? L'auteur veut tout représenter alors que le théâtre offre des possibilités aussi de narration et d'autres types de possibilités de fondre d'autres réalités dans le dialogue, par exemple. Il représente, par exemple, une scène où c'est le bureau de vote. Voilà. Jules Mbouya. Alors, oui, effectivement, moi, en lisant aussi ce texte, j'ai trouvé que l'auteur a essayé un peu de beaucoup tout représenter, tout ça. Mais au théâtre, il y a toujours aussi quelque chose que nous, en tant que metteurs en scène, nous avons toujours évité, c'est de commencer d'un point vers un deuxième, un troisième, et que ce chemin soit déjà connu du public. Je veux dire quoi? Je veux dire que si je veux aller d'un point A à un point B, je vais faire en sorte que pour créer la surprise, c'est ça, nous voulons toujours ça aussi au théâtre, le public sait que comme il est petit de ce point A vers ce point B, naturellement, il va aller sur le point C. Et nous, et moi, personnellement, je vais créer une surprise. Je ne vais pas aller sur le point C. Et donc, je vais aller sur un autre point. Ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que on n'a pas besoin de tout représenter sur la scène, à tel point que le public sait que c'est parti ou avant même que le spectacle puisse terminer, le public sait que ça va aller de ce point vers ce point et la finalité, c'est ça. Non. Et donc, nous, quand on crée des surprises, on le fait un peu comme ça. Il y a certaines choses naturellement. Pour terminer, en tout cas, donc je disais que voilà, l'auteur a un souci quand il écrit et peut-être aussi il est
il est aussi buté par cette problématique de, voilà, il faut atteindre un certain nombre de pages, tout ça, et ça peut toujours le pousser à davantage multiplier des scènes ou, voilà, ou à raconter l'histoire dans tous les détails possibles, c'est-à-dire sans rien laisser tomber. Mais bon, nous, dans la mise en scène, nous lisons, nous comprenons l'histoire et nous voyons par rapport à l'efficacité de la mise en scène, comment est-ce que nous pouvons diriger les choses, quelles sont les scènes les plus importantes, quelles sont celles que nous pouvons peut-être ignorer, pas dire, pas dans le sens qu'elles ne sont pas importantes, tout ça, non, mais ça dépend d'une direction à l'autre, hein, c'est-à-dire on peut avoir deux metteurs en scène sur le même texte, voilà. La scène que moi j'ai laissé tomber, il y a quelqu'un d'autre qui l'a prise et ainsi de suite. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Et puis, c'est comme je le disais avant, dans la mise en scène, on aime toujours que les spectacles puissent évoluer de surprise en surprise et non montrer déjà une ligne que tout le monde voit déjà du point de départ au point de chute. Voilà, avant même que le spectacle puisse terminer. Alors, merci beaucoup à M. Jules Mbouya, Charlène Delataille, Armand Mampassi, Esther Elouadin, tous pour votre disponibilité et merci d'avoir accepté d'échanger avec nous autour de cette pièce, Nommez-moi ça, de Wit Mulongo Kalonda Mampeta. Nous avons abordé les aspects esthétiques, thématiques et dramaturgiques de l'œuvre. Et je dis que ça a été un échange nourri par le regard multidisciplinaire, justement, parce que Esther Elouadin est musicologue et spécialiste en anthropologie, docteur. Jules Mbouya est metteur en scène et acteur, opérateur culturel. Charlène Delataille est doctorante à l'université de Strasbourg. Alors, je ne sais pas dans le public, est-ce qu'il y a des questions, des gens qui veulent en savoir un peu plus ou donner peut-être aussi leurs avis? S'il n'y a pas de réaction dans le public, je vous dis merci et j'ai été très content de partager avec vous ce moment. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup, Trésor. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci à